Les policiers qui expriment publiquement leur ras-le-bol. Ils étaient plusieurs centaines à manifester à Paris la nuit dernière. Manif exceptionnelle, sans mot d'ordre syndical. Rebelote ce soir, mais à Nice cette fois. Bonsoir Philippe Doucet. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député PS du Val d'Oise, proche de Manuel Valls. En face de vous, Philippe Vigier, bonsoir, chef de file des députés UDI, soutien d'Alain Juppé. Et à vos côtés, Luc Poignant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO. Bruno Jeudi. Vous êtes avec nous encore, éditorialiste politique de BFM TV. Le patron de la police avait dénoncé ce matin un comportement inacceptable à propos de ces manifestations de policiers. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dit à la fois comprendre l'exaspération des policiers, mais les rappels à leur déontologie. En gros, c'est pleurer caché et en silence. Comme d'habitude. Le problème, c'est que la situation d'aujourd'hui est due au fait qu'on ne veut pas écouter les organisations syndicales. Donc, il y a un moment, mes collègues en ont franchement assez, et on se retrouve dans une situation qui est une situation de blocage. Maintenant, le directeur de la police nationale, lorsqu'il prend une note dans laquelle la seule réponse qu'il apporte à mes collègues qui sont sur le terrain, qui manifestent, qui sont blessés régulièrement, la seule réponse qu'il apporte, c'est on va entamer des mesures disciplinaires. Je pense qu'il y avait mieux à faire que de jeter de l'huile sur le feu. Ces mots, comportement inacceptable, ça vous a choqué ? Pour le moins, oui, pour le moins, parce qu'on a quand même un collègue qui est toujours dans le coma. Alors, si le fait de lui porter soutien... Après l'agression de Viry-Châtillon. Après l'agression de Viry-Châtillon, si le fait de lui porter soutien et de réclamer justement des moyens pour que ça n'arrive plus, c'est inacceptable, alors il faut qu'il me dise ce qui est acceptable. Le fait pour un policier de manifester, c'est tout sauf anodin. Aujourd'hui, c'est vraiment que le ras-le-bol est patent. Bien sûr, ça fait deux fois en 5 ans. On a eu le tour au début 2012. Maintenant, on en est aussi à un point de non-retour. Mais la responsabilité, encore une fois, va au gouvernement successif et à notre administration, parce qu'on ne veut pas écouter les syndicats et on préfère avoir une vision comptable de la sécurité plutôt que d'écouter les gens de terrain. Le soutien aux policiers chez vous, élu, Philippe Vigier, Philippe Doucet, il est sans faille ? Sans faille. Que les policiers soient exaspérés, on le comprend. Quand je suis élu de banlieue, on sait ce qu'il en est, on sait les difficultés d'exercer ce métier. On voit aussi qu'il y a une dynamique sur la violence qui change par rapport à ça. Donc on sent que le niveau de violence global dans la société française, il a une tendance à augmenter. On a mis en place de fait toute une série de ghettos, ce que Manuel Valls appelait un apartheid, avec les conséquences de cela. On voit l'impact du trafic de drogue, parce que tout ça joue beaucoup, il y a beaucoup d'argent en jeu, et donc quand on est sur des logiques de territoire avec de l'argent en jeu, et que les policiers perturbent ces trafics, on est sur ces niveaux de violence qui sont inacceptables. Donc ce que dit aujourd'hui Bernard Cazeneuve, il comprend l'exaspération. Après, il est vrai que la déontologie policière, c'est un élément important de ce qu'ils sont en tant que corps représentant les institutions de la République. Donc que des policiers avec des organisations syndicales qui sont puissantes et qui sont quand même globalement entendues, même si un syndicat est par nature jamais suffisamment entendu, mais il y a eu des choses qui ont bougé dans les efforts qui ont été faits par ce gouvernement en termes de moyens, d'effectifs, même si il faut mettre tout ça sur la durée. Le problème, ça a été dit dans le sujet précédent sur l'éducation, il y a des sujets qui, de mon point de vue, devraient sortir du débat politique en tant que tel pour se mettre sur du temps long. On arrive à le faire sur la défense. Pendant les gouvernements successifs, on a réussi à défendre le Rafale, gouvernements successifs, les uns après les autres. On n'arrive pas à le faire sur l'école, vous l'avez traité auparavant, et sur les forces de sécurité, on a eu trop de phénomènes de yo-yo par rapport à ça. On sait très bien que face à la violence, c'est l'ensemble des institutions de la République, partis politiques inclus, qui doivent défendre la police et la sécurité. C'est justement, Philippe Vigier, le mal-être de la police, c'est la défaite du politique ou pas ? Je crois que c'est un drame de cette société. Vous savez, on a toutes ces images en tête de ces policiers qui ont été assassinés à Magnanville. Il y a eu l'autre jour ces violences dans Paris, des CRS qui ont été immolés par le feu. Moi, je conserverai toujours ces images des véhicules des policiers qui ont été frappés par ces cocktails Molotov. Ça veut dire que cette violence, elle va croissante. Face à ça, il faut plus de moyens. Il faut mieux protéger les policiers. Et puis, il faut lutter de façon encore plus déterminée. Je rejoins Philippe Doucet sur ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas d'opposition droite-gauche. Moi, j'ai eu des propos, je crois, très responsables aujourd'hui en disant il faut des moyens, il faut organiser mieux les choses, il faut aussi les écouter. Et puis, il faut que tous ceux qui disent, vous voyez, il y a encore ce tract qui a circulé en disant un bon flic, c'est un flic mort. Là, on a atteint dans une université parisienne. On a atteint le summum de ce qui est acceptable. Ils sont dépositaires de l'ordre public, ces policiers. Je pense aussi aux gendarmes, parce que toute la communauté de la défense, pardonnez-moi, il y a l'état d'urgence. Il y a eu, je crois, là-dessus,
eu entre les différents partis politiques une entente forte, mais la réponse des gouvernants doit être beaucoup plus forte en termes de moyens et en termes de réponse judiciaire. La réponse judiciaire à l'heure actuelle n'est pas à la hauteur des enjeux. Est-ce que vous partagez l'avis, Monsieur Vigier, de votre collègue parlementaire des Républicains, Éric Ciotti, qui soutient, lui, les manifestations de policiers? Moi, j'ai dit que j'étais comprenais qu'il manifeste. Si j'ai rappelé tout à l'heure toutes ces images qui sont passées devant nos yeux, bien sûr, il y a la déontologie. On sait que les militaires qui sont des gendarmes ne peuvent pas faire grève. Eux, ils ont dit voilà, écoutez-nous un bon coup parce que c'est plus possible. Est-ce que vraiment c'est un crime de lèse-majesté quand on voit ce déferlement de violence? D'ailleurs, Philippe Doucet l'a dit. Vous savez, les enseignants qui ont été frappés, cognettes et qui l'ont été, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument insupportable, alors que c'est à l'école, le lieu de l'insertion, le lieu de l'éducation, le lieu où normalement, toutes les couches sociales se croisent. Il faut que l'ensemble de la communauté politique comprenne que là, il y a une urgence absolue. Luc Poignant, l'expression de la colère, donc d'une fragilité, est-ce que d'une certaine manière, elle ne fait pas le jeu des agresseurs et des terroristes notamment? Non, parce que justement, nous, ce qu'on demande, c'est reconnaissance et protection, donc ça ne peut pas faire leur jeu, parce qu'à un moment ou un autre, si on n'a pas... De vous voir aussi publiquement affaibli, ça n'envoie pas un message négatif à ceux qui vous agressent. Alors justement, rassurez-vous, on n'est pas affaibli, on est juste en colère. Ça fait des mois que vous expliquez que vous êtes atteint physiquement, moralement. On est atteint, oui. Alors on est atteint, mais on n'est pas affaibli. C'est-à-dire que aujourd'hui, mes collègues, ce qu'ils demandent, c'est à pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que dans les cités, ils y vont. On l'a vu encore dimanche à Mantes-la-Jolie. Ils y sont allés dans la cité, mais ils ont été accueillis par une centaine de personnes qui voulaient en découdre. Ça fait des années que vos collègues y vont. Ça fait des années que des mesures politiques sont prises. Ça fait des années que rien ne change. Je ne sais pas si ça fait des années que des mesures politiques sont prises. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a perdu des effectifs, on a perdu du matériel, on a été déconsidéré et on a à un moment géré la sécurité d'une manière purement comptable où il fallait que la sécurité devienne rentable. Justement, est-ce qu'il faut absolument jouer sur les effectifs et rien que les effectifs? Non, mais c'est une donnée. Quand à un moment donné, Bernard Cazeneuve l'a rappelé, quand la sécurité, vous pouvez pas faire la RGPP, la réforme de l'État, sans prendre en compte aujourd'hui quels sont nos impératifs. Soit on considère que la sécurité des Français est essentielle dans une société où les tensions sont là, où la violence est là, et on se donne les moyens, pas simplement sur les aspects policiers, mais aussi sur les aspects de justice. Et je pense, comme mon collègue, que la réponse judiciaire n'est pas obligatoirement à niveau. On met trop de temps à juger les affaires, etc. On peut pas être comme ça. Un délinquant, il peut pas mettre 2 ans avant d'être condamné. Ce n'est pas possible. Donc c'est l'ensemble de ce système-là. Autrement, on finira à l'américaine. Est-ce qu'il faut revoir, Monsieur le député, la question de la légitime défense qui est réclamée par certains dans les forces de sécurité? Vous savez, un jour, une évolution. Un policier m'a dit, quand la réponse judiciaire est pas à niveau, la tendance de la police, c'est de se voir faire justice elle-même. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on en soit là. Je pense que le ras-le-bol des policiers, il vient aussi de la lenteur de la réponse judiciaire. Sur BFM TV, pardonnez-moi, en termes de mesures justement au-delà des effectifs, sur BFM TV, Éric Ciotti, vous l'évoquiez à l'instant, député soutenant Nicolas Sarkozy, a fait une proposition ce soir chez Olivier Truchot. On l'écoute. Donc, lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont menacés, pas forcément avec une arme, avec une matraque, avec un cocktail Molotov, parce qu'on dit qu'il y a disproportion. Ils ne peuvent tirer que s'ils ont une arme face à eux, que si préalablement on a tiré sur eux, en gros. Ce que nous disons, c'est qu'après, lorsqu'un policier est en danger, 2 sommations et ils peuvent se défendre. En réalité, ça existe déjà, même sans sommation en l'occurrence. Non, ça existe déjà pour l'armée qui, elle, doit faire des sommations. Imaginez des sommations dans Paris. Enfin, justement, sans besoin de sommation. Oui, mais le problème de la légitime défense, est-ce que c'est une idée intéressante sur le principe, même si elle existe plus ou moins? Mais non. Le texte sur la légitime défense, il existe. Il y a une présomption d'innocence. Là où je vous rejoins, c'est sur les peines qui sont prononcées par rapport aux gens qu'on interpelle. Il y a toujours des circonstances atténuantes pour les gens interpellés et jamais pour mes collègues policiers. À un moment, il faut se poser aussi les bonnes questions. La justice est très lente à être rendue et en même temps, quand elle est rendue toujours d'une manière disproportionnée par rapport à ce que nous, on vit en tant que policiers. Donc là, effectivement, il y a un vrai problème. Philippe Vigier. Donc il faut à la fois des moyens, donc des hommes, et ça ne suffit pas, des moyens d'investigation, une meilleure protection des policiers dans leur mission, et je crois qu'on le dit tous, c'est la lenteur de la réponse judiciaire. Moi, je le vois bien même en province. Vous ne pouvez pas être condamné 8 mois, 10 mois, 12 mois après. Quand vous êtes automobiliste et que vous êtes arrêté à 150 km/h, on vous retire votre permis et vous êtes à pied sur le champ. Là, vous commettez un acte gravissime, quelquefois criminel,
et vous paraissez pas encore en comparution immédiate. Faut-il retrouver les agresseurs? Si on vous retrouve, vous n'êtes pas en comparution immédiate et on vous juge 8 mois plus tard, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard. C'est totalement incompréhensible. Et c'est la raison pour laquelle, là, il y a véritablement urgence. Philippe Doucet. Oui, moi j'ai pu le voir dans ma ville, sur Argenteuil. Combien de fois des policiers ont pu il y a d'ailleurs eu l'une des agressions d'enseignants. L'une des agressions, mais en fait, pas dans l'école. L'école, les Argenteuillais, comme les Français, ils sont très, très attachés. Là, c'est 2 individus à l'extérieur de l'école qui voient passer ses élèves, devant les élèves qui passent avec le prof qui rentre avec ses élèves dans l'école et où 2 individus se mêlent de quelque chose qui les regarde pas. Donc des malades, il y en a malheureusement. C'est un fait de violence. C'est un fait de violence, donc inacceptable, bien sûr. Et je pense à cet instituteur qui veut reprendre d'ailleurs vite le travail et je le salue. Mais j'ai pu voir moi dans les réponses où les policiers faisaient leur travail, démantèlent des réseaux, etc. Et où finalement, parce que comment dire, le temps passe et où l'individu est relâché, reconvoqué plus tard au tribunal, etc., etc. Donc les citoyens ne comprennent pas. J'ai vu les policiers découragés en disant, voilà, même des commissaires solides se dire, bon, voilà. Donc du coup les gens ne comprennent pas. Mon collègue l'évoque. Quand vous attrapez votre enfant sur un truc qui pique un bonbon et qui n'a pas le droit de le piquer, eh bien vous lui enlevez tout de suite. Un délinquant, ça doit être la même chose. On ne peut pas avoir des réponses judiciaires de cette lenteur-là, c'est pas possible. Vigier. Non mais on ne peut pas avoir cette réponse-là, mais je crois qu'aussi il faut qu'on réponde collectivement que ça va changer. Parce que si on n'apporte pas cette réponse judiciaire dans l'urgence, il va y avoir des zones de non-droit. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre... Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien écoutez, il faut des moyens judiciaires complémentaires. Le politique qui ne se met pas à la place du juge. Comment? Le politique ne se met pas à la place du juge. Non, pas du tout. Mais dans ces cas-là, il peut y avoir des comparutions immédiates. Ça existe, pardonnez-moi. Et il doit y avoir des sanctions exemplaires sans des remises de peine parce qu'ils savent que rapidement ils peuvent sortir. Et la deuxième chose, c'est fait mais insuffisamment parce qu'il leur faut plus de moyens, c'est toute cette économie souterraine dont on sait qu'elle conduit au grand banditisme et que c'est l'ordre républicain qui est contesté. On se dit tout. Bruno, ce soir il est question d'un plan B ou plutôt d'un plan V, V comme Valls. Oui, c'est vrai, on vient de le voir, hein, le Premier ministre est en première ligne sur les questions de sécurité, sur les questions de l'éducation, mais Manuel Valls est aussi en première ligne sur le plan politique parce que les grandes manœuvres ont commencé depuis la publication des fameuses confidences toxiques du président de la République dans le livre de nos 2 confrères. Alors c'est vrai que les choses semblent s'accélérer. Manuel Valls se résigne au fond à prendre ses distances avec François Hollande. Ses amis, dont beaucoup de députés sont assez ulcérés, et c'est peu de le dire par rapport à François Hollande, le poussent, vont dans son bureau et lui disent déjà depuis plusieurs mois, mais là ça s'est accéléré ces derniers jours, lui disent faut y aller, t'as le costume, et puis il faut sauver le PS parce que aujourd'hui François Hollande n'est même pas certain de battre Arnaud Montebourg en primaire. Alors cette accélération, elle s'est faite en 3 temps. La semaine dernière, vous l'avez peut-être entendu, ça a été beaucoup rapporté. Au Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Manuel Valls a dit, pour être président, en gros, il faut prendre de la hauteur, un peu de pudeur, il faut se mettre à la hauteur de la fonction. Gentille leçon à François Hollande. Pardonnez-moi, je complète. D'après le Canard enchaîné de demain, Manuel Valls, de retour du Canada, se serait confié à des proches en disant, à propos de Hollande et du livre dans lequel il est longuement cité, c'est irresponsable, consternant, indéfendable, et ça peut être cataclysmique. Je vois pas après ça comment il peut faire campagne. Ça ressemble à un suicide politique. Il faut maintenant éviter que ce suicide personnel ne devienne collectif. Alors hier soir à Évry, le même Manuel Valls tenait réunion, un meeting où il y a eu un changement de ton. On a entendu parler de laïcité ouverte, de la France que nous voulons. Ça ressemblait, tiens, un discours, en tout cas un échauffement peut-être pour un futur candidat. Et puis ses amis nous disent, samedi à Tours, Manuel Valls va tenir une réunion importante dans une ville d'ailleurs pas très loin, il y a 25 ans, où Michel Rocard avait évoqué son fameux Big Bang, ça rappellera quelque chose, puisque c'était son mentor. Donc c'est très important. C'est jamais simple de faire campagne quand on est à Matignon, puisque preuve du contraire, il reste Premier ministre. Oui, vous avez raison François, il y a une vieille règle qui dit pas de place dans le camp du président, mais ça c'est en principe. Quand le président n'est plus en mesure ou peut-être va faire forfait, on verra au mois de décembre, c'est le numéro 2 qui se dit c'est à moi d'y aller. Peut-être même n'a-t-il pas le choix, parce que les Montebourg, les Macron sont déjà lancés, mais à Matignon c'est jamais simple. Il y en a déjà 3 qui avaient essayé, Chirac en 88. C'est perdu. Balladur en 95, perdu. Jospin en 2002, perdu. Mais au fond, ce qui joue, c'est peut-être pas la gagne, sûrement pas la gagne en 2007, mais le leadership de l'opposition après 2007. Et ça, Manuel Valls ne veut pas laisser les autres le lui piquer. Merci Bruno. Manuel Valls, dont vous êtes proche, on le rappelle, Philippe Doucet, il est véritablement dans les starting blocks, c'est le plan B, il est prêt à y aller? Non, mais on a un phénomène de sidération.
Moi, je suis pas proche. Là, vous allez me parler de François Hollande. Non, je suis pas proche du président de la République. Je suis pas parti des Hollandais historiques, mais moi, je vois les sidérations. Donc, aujourd'hui, Manuel Valls, il a beaucoup de messages, d'appels des uns des autres, pas simplement des politiques, mais des gens de la société civile, des syndicalistes qui lui disent. Va peut-être falloir que tu t'y colles. Mais ma question c'est, lui personnellement, vous qui le connaissez bien, que se dit-il en ce moment? Parce que c'est pas vraiment un secret, il pense plutôt à 2022 qu'à 2017 à l'origine. Oui, mais vous êtes dans une situation politique assez inédite. S'il faut y aller, il ira. Oui, s'il faut y aller, il ira. Alors vous le soutien d'Alain Juppé, si c'est pour se retrouver face à éventuellement Manuel Valls, Philippe Vigier? Écoutez, nous, on n'a pas à choisir le candidat des socialistes. Il y aura une primaire. Enfin, c'est quand même un cas. Vous n'avez pas encore désigné. Il n'a pas encore gagné, votre candidat, en plus. Attendez, d'abord, faut gagner la primaire de la droite et du centre. Nous verrons ce qu'il en sera, mais on fait tout pour la gagner, rassurez-vous. Et puis, c'est vrai que c'est un peu une forme de suicide de Hollande et un peu d'impeachment à la française. Honnêtement, ce qu'il a déclaré, vous voyez, on parlait beaucoup de l'institution judiciaire tout à l'heure. Ce qu'il a déclaré là, c'est gravissime. Quand on est chef de l'État, quand on est garant de l'indépendance de la justice, parler ainsi de la magistrature, des magistrats, franchement, ça le disqualifie totalement pour l'investiture suprême et pour gagner à nouveau l'Élysée. On sent bien depuis quelques jours que même les plus proches de François Hollande sont totalement abattus. Jean-Christophe Cambadélis, je ne sais pas si c'est un des proches parmi les proches de François Hollande, mais Chaout El-Krief, tout à l'heure, il a estimé que la balle était dans le camp du président. Alors c'est vraiment pour dire maintenant, il n'y a plus que lui qui choisit ce qu'il doit faire. On sous-entend aussi le message, faut qu'il lâche l'affaire. C'est un peu l'état d'esprit parmi les dirigeants. Jean-Christophe Cambadélis a essayé de tout faire pour rassembler la famille. Il se rend compte que c'est de plus en plus difficile. Il y avait un appel qui était prévu, qui devait être publié la semaine dernière. L'appel des parlementaires. C'est tombé à l'eau. Donc tout ce qu'il essaie pour essayer de rassembler ces socialistes qui sont divisés, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que Jean-Christophe Cambadélis, il se dit comment on va faire. Surtout qu'en plus, il y a Arnaud Montebourg, pas vraiment un proche de Jean-Christophe Cambadélis, et qui est peut-être en situation de gagner la primaire si jamais François Hollande y va. Alors après, on verra. Hein. Mais c'est vrai que, en tous les cas, on va vite être fixé parce qu'il y avait une salle réservée le 3 décembre où François Hollande devait peut-être ce jour-là se déclarer. On va sans doute être vite fixé s'il y va ou pas. Le problème de Valls, Philippe Doucet, c'est que quand même, il est le Premier ministre de François Hollande. Il est donc autant responsable que François Hollande de l'état de la France aujourd'hui, quel que soient les analyses sur l'état de la France. Oui, mais il y a plusieurs aspects. Quand vous regardez le score, il y a plusieurs aspects. Quand vous regardez le score de la gauche de gouvernement aux élections régionales, c'est 23%. À ma connaissance, François Hollande n'est pas à 23% dans les sondages. Donc, dans cette affaire-là, la gauche de gouvernement doit être portée. Donc, on peut porter des choses dans le bilan. On peut porter des choses dans le bilan. Emmanuel Valls portera des choses dans le bilan. Mais après, qu'est-ce qu'il mettra en avant? Donc, je pense que ce qu'on a fait, ce qu'il a porté sur le régalien, comment le pays était défendu dans les attentats, comment on travaille sur la question de la sécurité, les moyens qu'il a donnés à Jean-Jacques Urvoas pour la justice dont on parlait à l'instant, la baisse des impôts, parce que je pense que par contre, je suis pas sûr qu'il portera les hausses d'impôts du début du quinquennat, parce que je suis pas sûr qu'il était d'accord. Oui, mais quand on est tous ces sujets-là, mais c'est tout le problème. C'est tout le problème de Madame. Un mot quand même, parce que là il vient de lâcher un mot quand même extraordinaire. Mais même s'il essaye de le défendre par tous les bouts, c'est que ça sera très difficile. Il n'y a pas un aspect de la politique économique, franchement, il y a une réussite. Et je le dis avec beaucoup de tristesse pour mon pays. Je pense ne dites pas les baisses d'impôts, parce que quand même, sur les aspects. Les Français savent, je donne juste ce chiffre. On parlera, qui est un chiffre assassin. On fera le débat si on a l'occasion de le faire avec plaisir. 20 milliards d'augmentation des impôts. On viendra débattre, si vous voulez, par rapport aux d'augmentation des impôts depuis 2012. Oui, et vous le savez bien, on a tendu les Français. Maintenant, vous voyez bien le débat. Le débat qui s'ouvre dans le pays, il est comment on est président aujourd'hui. Pourquoi Juppé est devant Sarkozy? Pas parce qu'ils sont tous d'accord pour supprimer l'ISF, parce qu'il y en a un qui porte le costume de président et l'autre non. Oui, non, Philippe Doucet, le mot de la fin, si Valls est candidat, il lâche Matignon ou pas? Je ne crois pas, parce qu'il faut porter les choses. Faut continuer à tenir le pays. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette discussion dans News et compagnie. Dans un instant, c'est Jean-Baptiste Boursier, Grand Angle. Bonne soirée à tous.